Nous sommes au 5e jour de Stop Intox, toujours accueillis par SEMAE, toutes les semences pour demain. Chaque jour, l'idée c'est d'évoquer un sujet d'actualité en lien avec l'agriculture, l'alimentation. Aujourd'hui, un sujet de géopolitique. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube, mais aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a toujours les meilleurs moments, enfin il n'y a que de bons moments dans ces émissions, mais vous allez retrouver les meilleurs moments de nos échanges sur X, ex-Twitter, et puis sur d'autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, sujet de géopolitique, le libre-échange peut-il être équitable? C'est une grande question. Je vais vous présenter mes invités pour commencer. Alors nous attendons Julien Dive. Julien Dive est député du département de l'Aisne, si j'ai bonne mémoire, et il connaît bien les questions agricoles. Il vit et il est élu dans un département agricole. Nous sommes également avec Véronique Le Floch, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Stop Intox. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la coordination rurale. Vous sortez d'élections aux chambres d'agriculture, vous avez remporté des succès significatifs. C'est la progression la plus forte des organisations syndicales au cours de ces élections qui prennent la température du monde agricole. Et puis mon confrère Benoît Deveau, journaliste à la France agricole. Nous serons les observateurs un peu neutres, même si on a des convictions les uns et les autres, autour de cette question, le libre-échange peut-il être équitable? Alors, le libre-échange, c'est une vieille histoire économique. C'est une histoire même passionnante. Hein. C'est la loi de David Ricardo, les avantages comparatifs. On peut se spécialiser parce qu'on est meilleur dans telle ou telle discipline, et puis on échange avec les autres. On a produit au Portugal du vin, c'était l'exemple de David Ricardo, en Angleterre des draps. Pourquoi faire du vin en Angleterre? Alors à l'époque ça paraissait complètement fou, aujourd'hui avec le changement climatique ça devient possible, mais chacun avait sa spécialité, on échangeait les biens et les marchandises et ça produisait de la richesse. En France il y a un superintendant du régime qui a été la figure de proue du libre-échange, c'était Turgot, qui disait laissez aller, laissez passer. Hein, c'est-à-dire supprimons les barrières douanières. Alors, je vous pose la question, tiens, on commence comme ça, parce que votre organisation syndicale a pris des positions très fortes sur des sujets d'actualité, comme par exemple la signature du traité avec l'Amérique du Sud. Dans votre esprit, malgré tout, fondamentalement, le libre-échange peut-il être équitable ? Eh bien, écoutez, on ne peut pas mettre de l'agriculture et tout ce qui est alimentaire et périssable dans ces accords de libre-échange, surtout avec des produits destinés à d'autres continents qui sont capables de les produire, parce que tout le monde le sait, d'un principe économique, augmenter l'offre, quand la demande ne suit pas, eh bien les prix chutent. Oui, les prix s'effondrent, c'est une loi mécanique de l'économie, mais dans l'histoire, il y a eu des avantages à des échanges économiques profitables. Ce n'est pas le principe en tant que tel que vous dénoncez, c'est plutôt le fait que ça concerne des productions alimentaires. C'est surtout le fait que l'agriculture doit être protégée. Depuis 1994 et l'entrée de l'agriculture au niveau de l'OMC, on voit les différends qui se multiplient, et pour autant on ne fait pas appel au système qui est mis en place au travers de l'OMC, et les différends finissent par se traiter directement par les États, et on arrive à du n'importe quoi, et on fait du dumping avec les produits en excédent. Il n'y a plus de régulation, et bientôt on aura éliminé tous les producteurs. Alors, Benoît Deveau, journaliste à France Agricole, dans votre esprit, est-ce qu'il y a des exemples, à votre connaissance, d'échanges libres, libre-échange, ces deux mots qui sont... alors, quand on les associe, ça a un sens politique, mais la liberté, c'est bien. Les échanges, c'est la base de l'économie. Enfin, ça commence par ça, d'ailleurs, l'économie. Au début, c'est du troc, il n'y a pas de monnaie. Mais bon, le libre-échange, ça paraît être une bonne idée. Est-ce qu'il y a des exemples de libre-échange réussis ? Oui, il y en a certainement plusieurs. Si on prend l'exemple en fait le plus actuel, donc sur le Mercosur par exemple, c'est l'exemple exact que le libre-échange en fait ne peut pas être équitable, hein, tout simplement parce qu'en fait on échange sur des secteurs économiques très différents. Si on veut échanger avec le Mercosur, lui, ce qu'il a proposé, ce sont des matières premières agricoles. Donc, nécessairement, c'est là-dessus qu'il va insister pour ouvrir les portes du marché européen. Et quelques métaux rares.
Dans le panier, il y a aussi de Effectivement, mais mémoire plutôt, un peu de lithium, un peu de minerai de fer, enfin des choses comme tout ça. à fait. Et ça, c'est à l'intérêt de l'Union européenne. L'Union européenne, elle a besoin de Ouais. ces matières premières rares. Elle a besoin d'avoir des accès au marché automobile, effectivement, marché pharmaceutique, chimique. Et le Brésil, lui, il a besoin, le Brésil, je prends le Brésil parce que c'est la première puissance économique du Mercosur, elle a besoin qu'on ouvre ses portes, qu'on ouvre nos portes en fait aux productions agricoles. Donc c'est un exemple qui est cruel hein, pour... C'est très déséquilibré comme échange, ça, non? Pas forcément, en fait. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Si on prend que le secteur agricole, certainement, mais ça n'a jamais été fait pour être équitable. Nous accueillons Julien Dive. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, vous connaissez le sujet, hein, on a commencé à l'évoquer. Le libre-échange peut-il être équitable? Vous allez nous donner votre point de vue, mais on a commencé avec Véronique Le Floch, là, qui prend des notes, pas tout à fait d'accord avec ce que dit mon confrère Benoît. Alors déjà, oui, c'est déséquilibré. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que l'Union européenne, en continuant dans les négociations de ces accords, est en contradiction totale avec ce qu'elle pense en théorie, ou en tout cas ce qu'elle annonce. Elle annonce ne pas vouloir importer des produits qui seraient issus de la déforestation, Oui. alors que nous savons très bien que les productions à venir dans le cadre de ces accords, et notamment la viande bovine, les volailles, la production porcine, seront des productions issues de la déforestation, parce que ces productions ne sont pas aujourd'hui produites en quantité suffisante. Et c'est bien dans le cadre d'un plan de développement agricole qui s'inscrit dans la période 2018-2028 du temps de Bolsonaro, qu'ont été prévues les augmentations de ces productions sur 10 ans, avec des augmentations de production jusqu'à 30% et des augmentations d'exportation jusqu'à 40%. Donc, bien sûr que le développement de ces productions vont se faire sur la déforestation, ce qu'on s'est exclu. Donc, on est en contradiction totale. Alors, moi j'avais compris des accords du Mercosur, mais on est là pour échanger que, bon, ça interdit les importations issues de la déforestation, 2, qu'il y a des clauses miroirs dans le domaine des phytos. Alors, la question, c'est de savoir comment on contrôle. Alors, comment on contrôle? Ça, je vous le concède. Alors, comment on contrôle? Mais on le voit bien. Au niveau du Canada, tout le monde se satisfait, alors même qu'on sait déjà que l'équivalent de l'Agence nationale de contrôle de sanitaire a demandé à l'EFSA, son équivalent européen, de contrôler ou de faire des analyses sur l'acide acéta-peroxyacétique, un acide qui sert à traiter les carcasses avant l'export. Ça veut dire qu'elle voudrait amener l'EFSA, l'agence européenne, à conclure que finalement, on n'y trouve pas de traces. D'accord. Donc voilà, ça pourrait être validé un jour et ces carcasses venir. Bon, Julien Dive, votre avis, le libre-échange, c'est une question de principe au départ. Le libre-échange, est-ce que ça peut être équitable ou est-ce que c'est nécessairement, dans le cadre d'une économie fermée, un gagnant et un perdant? Bonjour à tous déjà et désolé pour mon décalage. Est-ce que le libre-échange peut être équitable? Dans le meilleur des mondes possible, oui, mais ça c'est candide. On peut imaginer... Théorique. En théorie. Ouais. Mais pour avoir un traité de libre-échange équitable, ça veut vraiment dire mettre carte sur table et s'assurer qu'on ait une réciprocité des normes, une réciprocité des règles, une réciprocité des méthodes de production d'élevage, par exemple, ou de production en terre, pour tout ce qui est végétal. Ça suppose aussi d'avoir une réciprocité des règles sociales, parce que c'est le sujet. Les charges sociales d'un pays comme la France ne sont pas comparables aux charges sociales d'un pays comme le Pérou. Oui, mais c'est compliqué, Julien. Vous êtes parlementaire, vous votez la loi. Vous savez bien que chaque pays a son modèle social. Absolument. Alors, vous êtes dans l'opposition, vous avez été dans l'opposition, vous soutenez le gouvernement actuel, mais la petite majorité qui existe aujourd'hui a été très critique à l'égard de notre dépense sociale. Donc, vous ne pouvez pas vous en réclamer. C'est pas ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'expliquer. Vous voulez pas que le Brésil ou le Pérou aient les mêmes... Non, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, puisque vous me parlez de manière globale, un traité de libre-échange, si on veut qu'il soit équitable, il faut qu'on ait les mêmes règles. En tout cas, on essaie d'avoir ou tendre vers des règles proches. Bon, oui. Une fois que j'ai dit ça c'est dans le meilleur des mondes possible. Ça n'est pas comme ça. Donc ça veut dire soit mettre des règles de rééquilibrage, on peut l'imaginer, soit tout simplement se dire que certains accords ne sont pas les bons. Oui, on a besoin d'échanger, oui, on a besoin d'exporter, parce qu'on sera 10 milliards demain sur Terre, et que tout le monde va vouloir
se nourrir, c'est normal, et que tous les pays ne pourront pas produire ce que nous sommes en capacité de produire en France. Ça veut dire qu'on doit assumer en France et en Europe, et je rejoins Véronique, c'est la politique européenne qui doit embarquer cette dynamique-là. On doit assumer de produire en France et en Europe pour nos concitoyens d'une part, mais aussi pour prendre notre part à l'export. On ne peut pas vivre en autarcie. Donc une fois qu'on aura assumé dans notre marché intérieur, assumé de produire, assumé de ne plus mettre d'entraves à nos productions, on pourra parler de traité de libre-échange. Cette semaine, dans les Échos, Benoît, un spécialiste des questions liées au commerce international, précisément disait un grand pays, c'est un pays qui est capable d'exporter. Parce que ça signifie qu'il est capable d'abord de nourrir sa population et ensuite de dégager des excédents. Alors, dans le commerce international, qui n'est pas un jeu à somme nulle, mais il y a toujours des gagnants et des perdants, ou des gens pour qui l'avantage est supérieur à d'autres. Est-ce que, par exemple, c'est le cas s'agissant du traité que nous avons signé avec le Canada? Oui, alors c'est un bon exemple, le CETA, parce qu'il a été décrié notamment sur le volet de la production de viande bovine. Il y avait une crainte que les portes s'ouvrent et que des milliers de tonnes de viande canadienne viennent entrer sur le marché européen. Bon, il s'avère que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je dis bien pour l'instant parce que on verra ce qui se passera plus tard. Ça n'a pas été le cas. Et à l'inverse, il y a quelques pays européens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme l'Irlande, qui a exporté des volumes de viande vers le Canada, ce qui n'était pas forcément attendu au départ. Et c'est intéressant que vous abordiez les différences sociales avec des pays comme le Pérou ou le Brésil. Il faut s'intéresser aux différences qu'il peut y avoir au sein du marché unique européen, parce qu'aujourd'hui, la vraie concurrence pour le producteur français, ça vient d'abord de l'Europe. Alors, c'est par exemple l'Irlande avec un coût du travail qui est très inférieur. Grosso modo, en France, quand vous donnez 100 à un salarié, c'est 160 payés par l'entreprise, 120 en Irlande. La pression des cotisations sociales est très inférieure. C'est le cas aux Pays-Bas, fort exportateur. Il y a un certain nombre de pays proches de nous qui n'ont pas du tout notre modèle social. Non, et au-delà de ça, il faut aussi penser à la construction de nos propres filières. Oui. Sur l'exemple de la viande bovine, nous, on a un marché qui est développé pour la consommation intérieure d'abord. On n'est pas armé pour l'export à la base. Donc aujourd'hui, c'est une difficulté supplémentaire. Mais Véronique Le Floch, est-ce que dans ce domaine, on n'a pas, l'expression va vous parler, on n'a pas peur de notre peur? Au fond, on a des qualités quand même. On a des qualités. Enfin, quand je vois les agriculteurs français, les éleveurs, on a des productions de très haute valeur ajoutée, appréciées du monde entier. Pourquoi avoir la trouille du libre-échange? Eh bien, écoutez, on a là quand même l'impression que nos politiques, et ça vient de l'Europe, n'ont plus besoin de cette agriculture et qui finalement, nous sommes le secteur sur lequel on peut taper. Donc aujourd'hui, toutes les politiques au niveau européen nous conduisaient davantage à une déproduction. Et si je prends l'exemple de la tomate, parce que le salon est l'occasion de parler du Maroc et de ses exportations de tomates qui, entre 2014 et aujourd'hui, ont multiplié par 2 au niveau export de tomates. Alors j'inclus le Maroc, le principal exportateur, je rajoute la Turquie et les autres exportateurs. Mais aujourd'hui, quand en 2014 on exportait vers l'Europe 400 000 tonnes, aujourd'hui on est plutôt à 800 000 tonnes entrant en Europe. Donc finalement, on est freiné dans le maintien de la production en Europe. Oui, il y a des différences de coûts de production, mais la France n'est pas le seul pays lésé. On a sur certains secteurs comme la main-d'œuvre où on est plus cher, c'est sûr, mais sur d'autres secteurs, on est moins cher. Donc, la main-d'œuvre sur les tomates, dans le coût de production, c'est plus de 50%. Alors, on avait un principe du temps où je travaillais à la banque où on déclinait le coût de production en tomates en 4 secteurs. Un quart la main-d'œuvre, un quart l'énergie, un quart les plantations et un quart l'infrastructure. Aujourd'hui, ça a certainement évolué, mais tout a augmenté en proportion, que ce soit l'énergie, que ce soit la main-d'œuvre. Donc finalement, ces accords de libre-échange, c'est ni plus ni moins que des flux qui n'ont plus aucun sens. Si je prends par exemple les accords de libre-échange signés avec la Nouvelle-Zélande,
viande, c'est 15 000 tonnes de produits laitiers qui viennent en Europe. Avec le CETA, c'est 15 000 tonnes de produits laitiers qui vont aller vers le Canada. Le Canada n'en veut pas. Mais on marche sur la tête et on ne veut pas importer ce système social qui est inférieur d'ailleurs, mais pourtant on veut bien importer leurs produits. Julien Dive, on a un vrai problème là, enfin on est confronté à un vrai problème qui est celui de nos coûts de production. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dégrader la situation sociale, économique des agriculteurs. Ils ont déjà du mal, si j'ai bien compris, hein, le revenu agricole n'est pas mirifique, en tout cas il augmente de façon très homéopathique dans certains secteurs. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces produits qui arrivent, alors pas nécessairement dans les ports français, c'est un peu la double hypocrisie d'ailleurs, hein. C'est souvent dans les ports néerlandais ou belges. Je regardais le port de Rotterdam. Le port de Rotterdam fait 42 km de long, 124 km². C'est des chiffres complètement fous. Dis comment vous contrôlez ça? Donc est-ce qu'on a une solution? Est-ce que vous, parlementaires, vous avez une solution? D'abord, pour répondre à l'intervention de Véronique, vu mon propos, non, le politique, en tout cas pas tous les politiques disent que l'agriculture ne sert pas à rien. Les politiques disent que oui, l'agriculture est vitale et nous nous battons pour ça, sinon nous ne serions pas là. Et pour répondre à votre question, Pascal, je crois le sujet auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, dans la question du coût, c'est être compétitif. Le coût est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Le coût, c'est la question, on a parlé des charges sociales, et bon, c'est une chose. Encore qu'en agriculture, on a adapté. Hein, le TODE, c'est un dispositif visant à réduire les cotisations, les charges sociales pour notamment les agriculteurs qui ont recours à de la main-d'œuvre saisonnière. C'est un moyen d'accompagner pour faciliter l'embauche saisonnière. Deux, dans le coût, il y a les entraves qui sont nombreuses en agriculture. D'ailleurs, ça me permet de faire le parallèle avec une loi que le Sénat a adoptée et que nous allons avoir à étudier à l'Assemblée nationale, parce que les entraves sur l'interdiction de solutions, quand vous interdisez une solution existante, que vos voisins ont la même solution, vos voisins, il ne faut pas aller chercher très loin, au sein de l'Union européenne, ont la même solution technique, ont la possibilité d'y recourir, ont l'autorisation de l'EFSA de l'utiliser, mais qu'en France, on s'est interdit la possibilité de l'utiliser, c'est une entrave. Et une entrave, c'est un coût. C'est un affaissement de notre compétitivité. En tout cas, il y a un coût caché. Donc, c'est évident. Dans tous les cas, la question du coût, c'est ce qui va conditionner la compétitivité de notre monde agricole. Et c'est aux législateurs de s'emparer de cette question. On est en train de le faire. On l'a fait au Sénat. Il appartient maintenant à l'Assemblée de le faire. Mais aux politiques d'assumer aussi cette position-là. Et vous savez qu'en la matière, il y a des dogmes qui s'opposent. Mais vous n'avez pas l'impression qu'ils reculent, les dogmes? Je sens quelque chose de nouveau, moi, sur le salon. Je ne sais pas si vous partagerez mon avis, les uns et les autres. Mais on a fait une émission d'ailleurs au début de ce salon qui était consacrée au sujet, un peu comme si on était à la fin d'une vague qui était une vague d'interdiction, de culpabilité. Enfin, on revient à des choses simples. Attention au retour de vague. Oui, on produit, les agriculteurs produisent non pas pour le plaisir de produire, mais pour nourrir. Il y a une finalité. Je sens ce mouvement, non ? Alors ce mouvement, oui, je pense qu'on l'observe, on est tous conscients et dans nos pratiques aussi, hein, on voudrait revenir à des mélanges par exemple de céréales et autres, beaucoup plus simples. Mais il y a une autre vague qu'on ne prend pas assez au sérieux, c'est cette mondialisation des grands groupes. Et si je reprends le Mercosur, pourquoi il y a vrai danger? C'est parce que les 4 premiers mondiaux pour la viande bovine, JBS, Tyson, Marfrig, Cargill, eh bien, c'est plus de 60% du chiffre d'affaires mondial de la viande. Donc les laisser venir en France, en Europe, la France qui est déficitaire de près de 99 000 tonnes de viande bovine chaque année. On pourrait avoir le contingent orienté vers chez nous. Mais avec ça, on laisse la porte ouverte à ces grands faiseurs de la viande, ceux qui ont déjà mondialisé. Ça veut dire qu'on va poursuivre la fermeture de nos abattoirs. On a perdu un tiers de nos abattoirs entre 2010 et 2020. On en perd un tous les mois. Ça veut dire que demain, JBS sera candidat à reprendre les abattoirs modernes, ceux qui appartiennent peut-être aujourd'hui à Bigard, et les agriculteurs français, les éleveurs laitiers, eh bien, ils n'auront plus de débouchés non plus. Ceux qui sont en circuit court n'en auront plus. Et ceux qui sont en viande bovine, eh bien, malheureusement, beaucoup auront disparu. Non, mais il y a une volonté politique. Non, on peut, enfin,
le volontarisme politique existe, on peut lutter contre ce mouvement. On doit s'y opposer, mais on a laissé faire. C'est le cas pour la semence. Les 4 premiers aussi gèrent 60% du chiffre d'affaires. Et ces 4 premiers gèrent 74% des produits phytosanitaires. C'est vrai, mais regardez, on est chez Semae. Les semences françaises s'exportent formidablement. Elles ont une qualité... on a une ingénierie dans ce domaine que les autres nous envient. Alors justement, mais là-dessus aussi, sur la semence, en France, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu, comme l'a dit Julien Dive, parce qu'on nous a enlevé des molécules et que, par exemple, des trèfles, on ne peut plus les faire en France. Donc voilà les aberrations auxquelles on arrive et on perd notre souveraineté, celle que tout le monde met en avant. Benoît Deveau, ce qu'évoquait Julien Dive, là, il y a un texte qui arrive prochainement devant le Parlement. J'imagine que c'est le rapport Duplon, enfin la loi du sénateur Laurent Duplon, c'est ça, sénateur de la Haute-Loire, éleveur lui-même. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui changerait les choses? Si on s'intéresse d'abord à l'élevage, on peut observer qu'il y a quelques éléments pour simplifier l'agrandissement, par exemple. On pense au seuil de l'ICPE. C'est un exemple. Après, ce qu'il faut penser, c'est que c'est une loi qui est en discussion. Les effets sont amorcés depuis longtemps de la dégradation de l'élevage français, de la décapitalisation bovine. Ce sont des tendances qui sont amorcées depuis longtemps. Donc avant qu'une loi remette la production française sur les rails, ça va mettre du temps. Là-dessus, il faudra être patient. Et c'est pas terminé. Parce qu'il y a un effet d'inertie. C'est-à-dire que c'est pas une machine qu'on redémarre du jour au lendemain. Non. Et puis sur la question des normes, espérer que demain plusieurs verrous sautent pour que la production soit libérée, etc. C'est pareil. Il y a quand même une question de santé publique qu'il faut aussi envisager. Les conditions de production seront jamais comparables avec des pays comme ceux avec lesquels on discute des accords de libre-échange. Mais on ne produit pas la même chose non plus. On ne produit pas la même chose, on ne la produit pas dans les mêmes conditions. D'ailleurs, c'était un reproche notamment des producteurs argentins brésiliens. Ils disaient arrêtez de vouloir nous imposer des choses, on a des conditions de production qui n'ont rien à voir avec les autres, avec les vôtres. Mais on a des consommateurs, nous. Oui. On a des consommateurs à défendre, à protéger. Effectivement, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer du 1er janvier au 31 décembre que certains produits sont dangereux, puis en même temps laisser les portes ouvertes à des importations de viande notamment, mais pas seulement, de végétaux qui contiendraient des pesticides, des hormones de croissance. Et ça ramène à la question des contrôles. Ouais, bien sûr. Quels sont les contrôles à l'entrée de ces produits? Aujourd'hui, c'est délicat, ne serait-ce que sur l'origine, parce qu'à l'origine, on a encore des points d'interrogation sur certaines viandes qui arrivent dans la chaîne de production européenne. Bon, alors est-ce qu'on n'a pas aussi, Véronique Le Floch, la question du libre-échange, elle nous amène à nous interroger sur notre compétitivité. Le libre-échange, c'est un frottement concurrentiel. Parfois bon, même si on peut échanger des choses différentes. Mais est-ce que ça ne nous amène pas à nous interroger sur la compétitivité de la ferme France? Des fermes peut-être trop petites, pas assez modernes, avec insuffisamment d'investissement, d'innovation, un contexte que Julien Dive décrivait tout à l'heure qui est juste, le principe de précaution appliqué à 200% dans certains cas, qui interdit la recherche, les innovations, les expérimentations. Mais il faut que les agriculteurs français se regardent aussi, non? Alors c'est une vraie question, mais c'est la défense d'un modèle. Et si on veut justement copier ce qu'ont fait les grands pays agricoles, et je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande, eh bien nous irons vers un modèle d'agriculture. C'est la tendance qui est prise, malheureusement. Une agriculture soumise à l'agro-industrie, demain financiarisée et demain des exploitations non transmissibles. Ça veut dire des exploitations dans lesquelles les agriculteurs seront réduits à être en location à long terme et au final on est des simples ouvriers, des simples esclaves. Donc je pense que c'est un modèle qui n'est pas celui qu'on choisit. Donc il faut justement revenir plutôt sur cette concurrence déloyale et intervenir comme avait commencé à le faire le président Macron lorsqu'il était président du Conseil de l'Union européenne. Il avait voulu s'attaquer à une centaine de substances actives qui pouvaient rentrer en Europe parce que justement les limites maximales de résidus étaient supérieures au seuil de détection. Ça, ouais. Et ça, c'est justement de la concurrence déloyale. Et ça, on a commencé à le faire, les 6 mois sont passés et au final, rien n'a été obtenu. Mais vous vous adressez aux Français, à l'opinion, parce que ce discours, je l'entends régulièrement, je pense qu'il devrait toucher l'opinion. On parle de santé, là.
Ah ben exactement, je pense que si on parlait des milliards d'impact sur notre santé, les gens seraient de plus en plus conscients, mais je pense qu'ils le sont. Je pense que ce travail de pédagogie, il est fait et que le consommé français devrait être au rendez-vous. Il faut maintenant que la traçabilité au niveau de l'affichage ne soit pas aussi contournée. Donc, il s'agit vraiment de contrôle pas seulement dans nos fermes, mais plutôt les délocaliser là où ils doivent être faits. C'est vrai, mais alors il y a toujours, Julien Dive, cette obsession contre laquelle ni vous ni moi ne pouvons grand-chose, l'obsession des prix. Le prix comme si c'était le pouvoir d'achat, comme si c'était le panthéon absolu de la nation et des ménages français. Mais on n'est pas toujours compétitif en France. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de compétitivité, et ça ne concerne pas que l'agriculture, hein, ça concerne tous les secteurs. On a un modèle social qui nous coûte cher, c'est vrai qu'on produit mieux que les autres, mais par quel versant vous attaquez cette montagne qui est devant nous là? Déjà, je crois qu'il faut un peu des deux. Il faut à la fois, on a besoin de grands groupes, mine de rien, parce qu'on ne peut pas imaginer que tout ne se fera sans les grands groupes. Parce que si on veut conquérir des marchés, on en a besoin. En réalité, on a besoin de locomotives qui tirent le reste. Ça ne veut pas dire que pour autant qu'il faut tomber dans l'écueil d'une financiarisation, comme le disait Véronique Lefog. C'est un scénario vraisemblable, ce que dit... Moi, je ne crois pas, parce qu'on met des garde-fous nécessaires pour éviter cela, y compris dans l'accaparement de terres. Il y a la loi qui a été adoptée la semaine dernière, on avait défendu des amendements avec mon collègue de la Corrèze pour éviter justement qu'il y ait cette entrée dans la financiarisation des terres agricoles. Donc on lutte contre tout ça. Pour autant, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire donner les armes aux agriculteurs en tant que chef d'exploitation et en tant que chef d'entreprise de rivaliser, de se verser un salaire, de pouvoir produire. Et à la fin des fins, celui qui va dicter, ce n'est pas le client roi, c'est le client décideur. Le client décideur va faire avec son porte-monnaie. Et pour faire avec son porte-monnaie, il a besoin d'avoir un prix qui lui convient. Et en fait, on a eu ce tort il y a quelques années en arrière, au début du précédent mandat du président de la République, de ne penser que monter en gamme pour l'agriculture française. C'est bien la montée en gamme, il en faut. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ça n'est pas suffisant. Non. Et en ne visant que la montée en gamme, on laisse justement des entrants, soit au sein de l'Union, soit en dehors de l'Union, venir avec des denrées qui ne sont pas des denrées de montée en gamme, qui sont des denrées d'entrée de gamme. Et on tue de fait la production française. Et le cœur de gamme sur lequel il faut rester. Le cœur de gamme. Et c'est là où on doit rester bien présent. Et c'est pour cela qu'on doit avoir une agriculture la plus complète possible. On a aussi un problème de partage de la valeur. Parce que quand on regarde nos industries agroalimentaires qui sont capables d'investir partout à l'étranger, on sait très bien qu'elles le font avec de l'argent qui est issu de la valorisation de la production. Et aujourd'hui, ces grands groupes multinationaux qui sont implantés partout ailleurs, et notamment en Europe, ont la capacité justement de faire des transactions avec leurs propres filiales. Et on se rend compte au niveau des chiffres des douanes qu'on a parfois pour des produits identiques des prix à l'export qui sont faibles, mais qui rentrent en France hyper chers. Donc on a une délocalisation des résultats. Et ça, c'est au niveau de Bercy. Des transferts de valeur en fait. Des transferts de valeur, si bien qu'on a aussi la délocalisation du résultat. Et là-dessus, on pourrait très bien garder cette valorisation en France. Donc, je pense que c'est simple à faire. Nos industries agroalimentaires l'ont compris. Des grands groupes comme Lactalis sont aujourd'hui dans 51 pays. Le Mercosur est une porte d'entrée pour eux, parce qu'au Mercosur, par exemple, Lactalis, dans les pays du Brésil notamment, il ne collecte que 2,5 milliards de litres, c'est la moitié de la France, mais avec justement un plan à 2028 de collecter 2 fois plus et développer la production. Donc même si demain Lactalis n'est plus en France, on pourra toujours avoir, peu importe d'où viendront ces produits, mais des produits présidents. Merci Véronique Lefog, merci Julien Dive. Je vais vous laisser la conclusion. Cher confrère Benoît Deveau, vous écrivez dans La France agricole qu'il faut lire. Dans le journal qu'il faut lire toutes les semaines, ça doit être dans toutes les fermes, sur toutes les tables. Alors il faut s'abonner, bien sûr, ou il faut l'acheter, mais il faut le lire. Donc vous êtes un peu, comment dire, le juge de paix là, du monde agricole, c'est-à-dire que vous voyez bien ce qui se passe, hein, vous avez des journalistes sur le terrain. Il y a une vraie inquiétude encore aujourd'hui des agriculteurs et des éleveurs français autour des questions du libre-échange, ou c'est surjoué? Alors, c'est personnel, mais il y a une partie qui est surjouée. Pourquoi? Parce que
les difficultés qui sont affrontées aujourd'hui par les éleveurs français, elles n'ont pas leur origine dans des accords de libre-échange. On voit que le CETA n'a pas encore eu un impact chiffré sur ces marchés. Et puis le Mercosur, il est pas encore en place. Donc c'est un épouvantail, certes, aujourd'hui, mais c'est pas, je dis. Mais ça inquiète. Ça inquiète, mais c'est pas le numéro 1 de la liste des inquiétudes des éleveurs français aujourd'hui. Non, certainement pas. Qu'est-ce que c'est? La rentabilité, la transmission de leurs exploitations. Ça ne va pas avec tout ça, avec la capacité à produire dans des conditions vertueuses, bien sûr, en produisant du revenu en même temps. Bien sûr, parce que on parle de transmission tout à l'heure, mais la difficulté pour les fermes de production bovine en France aujourd'hui, c'est de transmettre, parce que c'est pas un métier qui attire beaucoup, malgré des prix qui sont parfois pas si mauvais que ça. Donc c'est là-dessus qu'il faudra travailler certainement. Merci à tous les trois. Encore un mot? Alors vraiment très court. L'exception agriculturelle, rendez-vous à la conférence ministérielle l'année prochaine au Cameroun. Je dis au président Macron, faites passer l'exception agriculturelle pour défendre nos agricultures partout dans le monde. Merci Véronique Lefoc, Julien Dive, merci Benoît. Demain, nous allons évoquer un sujet qui est aussi poil à gratter, mais c'est tous les jours. Cette eau qui tombe du ciel, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la stocke? Est-ce qu'on la laisse partir sur les bassins versants et terminer en mer, être inutile au fond pour tout le monde, pour la consommation humaine ou pour l'agriculture? Voilà un bon sujet. Demain, 10h10, Top Intox. Bonne journée.